Bonjour à tous, donc déjà merci à King Kong pour l'invitation, merci aussi à la CNCF qui m'a permis de venir aussi vite à Bordeaux depuis Lyon. Pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Gabin Wurtz, je suis architecte diplômé d'État et ingénieur génie civil diplômé de l'INSA Strasbourg, ex-ENSAIS pour les plus vieux d'entre nous. Je suis chercheur à Mako depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur la construction en terre. Donc vous donner quelques éléments de conception aussi et présenter les différentes techniques de construction en terre. Ensuite faire un volet sur la fabrique cyclotherre à Paris. Et enfin finir sur une présentation spécifique à la technique de la terre coulée. Donc j'ai été assez ambitieux sur la quantité de choses à présenter, donc je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais ça risque d'être assez dense quand même. Vous pouvez toujours poser des questions à la fin. Donc simplement une petite présentation de la structure d'abord. Amaco Atelier Matière à Construire, c'est une association qui a vu le jour en 2012 sur base de financements nationaux pour la formation et qui se structure autour de 4 grands axes principaux qui sont la science, l'art, la technique et l'architecture. Donc la science qui s'attache à comprendre la matière, que ce soit les grains, l'eau, les argiles ou les fibres. L'art, c'est-à-dire aussi reprendre possession du corps et du côté sensible, le rapport à la matière, que ce soit son langage ou l'échelle humaine au paysage, mais aussi la technique, donc expérimenter et élaborer des matériaux, coffrer les grains, fibrer de la terre, jouer sur les textures, faire des prototypes. Et enfin l'architecture, donc regarder le monde, faire de la formation et construire avec ceux qu'on a sous les pieds aussi. Ensuite, au sein de l'association, on a 3 pôles principaux. Le premier pôle, la formation et la diffusion, donc, qui est historique de l'association, où là on va faire de la formation initiale, de la diffusion grand public, mais aussi de la formation au sein d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'architectes, et de la formation pour les professionnels, avec de l'organisation de conférences, etc. On a le pôle design et architecture, donc qui eux vont souvent travailler avec des designers et leur offrir en fait une solution de mise en œuvre de ce qu'ils cherchent à faire en terre. Et enfin le pôle conseil expertise, dans lequel je travaille majoritairement, où là on va faire de l'AMO et accompagnement maîtrise d'ouvrage et accompagnement maîtrise d'œuvre, mais on va aussi identifier des ressources locales, caractériser la terre, faire des formulations de matériaux et après développer des filières aussi. Donc pour une petite introduction, je pense que tout le monde a plus ou moins ça en tête, mais on est face à des problèmes climatiques assez importants, que ce soit dû à des émissions de gaz à effet de serre. Et de ces faits-là, on a des volontés de réduction des émissions qui sont très fortes, avec des objectifs qu'on voit difficilement atteignables en l'état actuel des choses. On voit par exemple que pendant la période Covid, quand tout était à l'arrêt, on s'approchait de ce qu'on est censé faire d'ici 2040. En 2000, on avait une énergie d'usage qui était bien supérieure à l'énergie grise dans les bâtiments. Donc petit à petit, ça on a réussi à beaucoup le réduire, ici par exemple en 2010, pour arriver enfin en 2013 par exemple ici, voilà 2013, où on a réussi à suffisamment réduire les consommations d'usage, mais on a une consommation d'énergie au moment de la construction qui est bien supérieure. Et maintenant, il s'agit notamment de s'atteler à la réduction de cette consommation d'énergie. Une des solutions, outre le réemploi et l'utilisation de matériaux biosourcés, c'est les matériaux géosourcés, donc la terre. Pour ceux qui en douteraient encore, la terre, elle a été utilisée pour construire un peu partout dans le monde. On estime qu'à peu près 30% des constructions du monde sont construites en terre. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé à peu près partout et tout le temps. Les premières maisons en Mésopotamie, c'était du bois et surtout des briques de terre crue. Nous, ce qui nous intéresse quand on va construire en terre, c'est la deuxième couche qu'on voit là. Vous voyez, il y a la première couche de substrat, qui est la couche végétale, qui est la terre précieuse, qu'on va réutiliser que ce soit pour faire du potager simplement ou juste de l'aménagement paysager. Et nous, on utilise la deuxième couche pour construire. L'intérêt de la terre, lorsqu'elle n'est pas stabilisée, c'est-à-dire lorsqu'on utilise de la terre crue sans ajout de stabilisants, donc chaud ou ciment, donc pas d'éléments qui font de prise hydraulique, on peut creuser, on construit notre bâtiment, il a sa durée de vie, et à la fin on casse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit remettre à la terre,
soit le réutiliser tel quel, simplement en ajoutant de l'eau, pour refaire même une autre technique de construction. Donc là, on commence à rentrer dans des dynamiques d'économie circulaire, où on réutilise le matériau qu'on a extrait. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur l'énergie grise des matériaux, vous voyez à gauche les matériaux en terre, et à droite les matériaux plus classiques. Donc on voit que c'est sans aucune mesure, c'est un des grands avantages de la terre crue. Sachant que les panneaux de terre roseau, si on prend en compte la captation carbone du roseau, on arrive même à passer en négatif. Donc je vais commencer par vous présenter la construction en terre. Donc on va brosser un panel un peu large, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça vous permet un peu de vous donner une idée. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par terre dans la construction? On a vu que c'est le deuxième substrat qu'on prélève, mais qu'est-ce que c'est? Des terres, on en a plein de sortes différentes. Je veux dire, là, on a des extraits un peu partout dans le monde, on en a des grises, des ocres, des rouges, des noirs, il y a plein de choses qui existent. Même en France, en fonction d'où on creuse, on aura plein de choses différentes. Et de quoi est constituée cette terre? Du coup, c'est des cailloux, des graviers, des sables, des limons et de l'argile. Et dans la construction en terre crue, c'est l'argile qui fait le liant. On voit par exemple ici sur une terre à piser typique de l'Isère, d'où vient Amaco. Quand on passe au tamis et différents éléments, on a une multitude d'éléments de différentes tailles, donc qui vont des graviers aux cailloux, les sables de plus en plus petits. Donc ça, c'est des classifications. On reprend les classifications géotechniques sur les tailles de granulats. Et après, on arrive aux silts, en fait, qui sont très fins, mais qui ressemblent à des sables. La caractéristique commune de tous ces granulats, en fait, c'est qu'ils sont de forme plus ou moins ronde, et ils sont juste de taille différente, en fait. Et l'élément un peu particulier qu'on a dans la terre, c'est l'argile. En fait, l'argile, c'est des éléments qui sont très fins, donc on est en dessous de la taille du micron, et c'est en fait des espèces de grains plats. Donc là, c'est un type d'argile, il en existe des dizaines de types différents, et souvent, ça a la forme de plaquettes, hexagonale ou de bâtonnet. Et du coup, dans une terre, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que ça tient? En fait, on considère qu'il y a de l'eau, de l'air et des grains. En fait, les grains entre eux vont créer des chaînes de force. C'est-à-dire qu'en s'appuyant les uns sur les autres, ici vous voyez, en appuyant en haut là-bas, on a la descente de charge qui se distribue parmi les grains. Donc ça va créer un squelette granulaire qui participera à la tenue du mur. Mais le plus important, et ce qui fait la cohésion d'un mur en terre, c'est les ponts capillaires. C'est-à-dire que si vous prenez deux plaques de microscope et que vous mettez une goutte d'eau entre les deux, vous arriverez à les faire glisser l'une sur l'autre, mais ce sera difficile de les tirer. Enfin, difficile dans une certaine mesure. Et ce qui se passe du coup avec ces plaquettes d'argile qui sont de forme plate ou de forme de bâtonnet, elles vont créer, on voit entre deux grains, elles vont créer des ponts capillaires entre elles, ce qui va faire la cohésion et créer une matrice autour des grains qui fera la cohésion du matériau. Donc c'est pas une prise hydraulique. C'est-à-dire que contrairement au ciment qui éclate en créant des cristaux, qui va donc faire la cohésion, là c'est simplement des ponts capillaires, donc il y a toujours une eau résiduelle dans un mur en terre crue. Ensuite de l'air, parce qu'entre une terre foisonnée et un mur empisé, comme on peut le voir à droite, qu'est-ce qu'on a fait? Par compactage, en fait, on a chassé une partie de l'air. Ensuite, le peu d'eau qu'il y a dedans permet aux argiles de créer leur cohésion. Donc en densifiant le matériau, en ayant un bon accord entre les gros grains et les petits grains, on va augmenter la densité et donc augmenter sa résistance. On va passer maintenant sur quelques techniques de construction et des exemples. Parce qu'on parle souvent et on voit souvent les architectes qui disent « je veux faire de la terre crue, ben tiens, je veux faire du pisé ». En fait, des techniques de construction, il en existe des dizaines. De la plus classique, comme les adobes, donc qui sont des briques de terre crue, jusqu'aux plus complexes et les plus récentes, qui sont les BTC, qui est de la terre comprimée. Donc là, je vais brosser un peu les différentes techniques. Ne serait-ce qu'en France, en fonction des régions, et donc surtout de la ressource disponible sous nos pieds, on a plein de techniques différentes qui sont mises en œuvre. J'imagine que tout le monde a un peu en tête le torchis en Alsace ou en Normandie, mais on trouve aussi beaucoup de pisé en Rhône-Alpes. Et on peut trouver, par exemple, de l'adobe en région toulousaine. Donc souvent, comme la plupart des matériaux, en fait, sa résistance est directement corrélée à sa densité. En fonction des techniques, on a des densités qui ne sont pas les mêmes. On peut voir, par exemple, pour un torchis, on peut avoir un élément qui sera beaucoup plus isolant plutôt qu'inertiel. Ça, c'est une matrice qu'on utilise pour former les gens à la technique de la construction en terre crue.
En fait, on a différents états hydriques en haut, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on va mettre dans le mélange et sa rhéologie, en fait, sa plasticité. Et à gauche, la technique de mise en œuvre. Donc à chaque technique correspond un des points du quadrillage. On va commencer par s'attarder sur la technique du humide compacté. En humide compacté, on a deux grandes techniques, c'est le pisé et les blocs de terre comprimés. Le pisé, c'est une technique donc mise en œuvre humide, technique monolithique et compactée par couches. Les artisans piseurs, par exemple en Isère, utilisaient des simples coffrages de bois avec des pisous, donc des éléments en bois, qui leur servaient à compacter la terre par couches. Comme on l'a vu avant, c'est en enlevant le vide et en compactant par couches qu'on va créer le mur. On a des exemples vernaculaires avec des fermes en pisé en Isère, qui ressemblent à ça. On voit d'ailleurs très bien les trous de branches en fonction des levées, et les différentes levées en fait, qui faisaient en général à peu près 2 mètres de long. Une fois qu'ils avaient fini la levée, ils enlevaient les madriers, ils déplaçaient la branche et ils continuaient. Et ils utilisaient la terre directement extraite du site. On voit souvent à côté des maisons un petit étang, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la couche végétale qu'ils gardaient pour leur champ, on creuse un peu, on utilise la terre directement telle quelle, on la compacte par couche, on a nos murs. Alors maintenant, évidemment, on a des techniques un peu plus contemporaines, c'est-à-dire qu'on va utiliser les coffrages de béton, qu'on va renforcer un peu, parce qu'on a des énergies de compactage qui sont énormes, et on utilise des pisoirs pneumatiques, donc à l'aide de compresseurs, pour compacter par couche. Si je veux bien se lancer. Compacter par couche. La matière. Donc là, on est sur des murs suffisamment larges, ce qui permet aux artisans piseurs de rentrer directement dans le coffrage. On voit le pisoir qui en fait densifie la terre, on a une terre foisonnée, et qui une fois compactée, on va chasser l'air. Donc souvent, on travaille sur des levées de l'ordre de 10 à 20 cm maximum, qui réduisent en général à peu près de moitié après compactage. Et c'est ça qui donne cet effet si particulier de strates dans les techniques en pisé. Évidemment, comme on travaille sur des coffrages, on peut avoir des choses courbes. Et un des points d'attention, c'est de protéger la tête de mur durant le chantier, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de ruissellement sur le mur. On le verra plus tard, l'eau, même si c'est ce qui permet de faire tenir le matériau, on évite quand même la stagnation et le ruissellement ciblé. Comme exemple contemporain, on trouvera par exemple la chapelle de la Réconciliation à Berlin en Allemagne, qui a été réalisée par Martin Rohr, qui est un des grands pontes de la construction en terre, qui fait beaucoup de pisé et qui est autrichien de mémoire. Donc là, on a des murs courbes. Mais on a aussi, comme un exemple en France, le Conservatoire européen des échantillons de sol à Orléans, où là, on est sur des murs simples, avec quelques détails de jonction. Et on trouve des exemples aussi en Alsace, avec ce centre d'interprétation du patrimoine archéologique, qui a été lui mis en œuvre par éléments préfabriqués. Donc ils ont été préfabriqués sur une ligne de production. Souvent on fait des murs, après on coupe en morceaux. Ils sont déposés sur chantier, comme on voit sur l'image de gauche, et ensuite rejointoyés. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un mélange à piser, on l'humidifie un peu, et on vient compacter sur les joints, et ça nous fait un effet monolithique après. De la même manière, Martin Rohr, pour le projet de Herzog et de Meuron, qui est l'entrepôt des herbes Ricola, a utilisé la même technique de piser. Martin Rohr toujours, nous montre qu'on peut travailler aussi sur des effets de strates, de texture, de couleur, qui peut être très intéressant. Après là, on commence vraiment à aller dans du pisé haut de gamme, on commence à monter encore plus les prix que ce que c'est à la base. Et le pisé, on l'utilise aussi justement fortement pour sa capacité inertique du matériau. Donc, par exemple ici avec un poil de masse et les parements qui sont à côté. On a des exemples de design du collectif Alba par exemple, ici avec une terre de fonderie très noire, avec un mur courbe. Mais pendant les formations à Mako, on a des objets de design qui ont été faits. Par exemple ce pied de lampe par l'équipe, ou encore ici avec RF Studio pour une exposition pour AD Intérieur en 2018, où on a un effet terrazzo en ponçant la matière et la lustrant après. Les blocs de terre comprimés ensuite. Donc on est encore sur la technique, sur une mise en œuvre humide. Ce coup-ci c'est de la maçonnerie de petits éléments et c'est compacté en une fois. Donc typiquement les blocs ils font 30 cm par 14 par 9 en général. Et pour ça,
Pour ça, on a souvent, en fait, on a simplement une machine, une presse. Avant, c'était des presses manuelles, hein, donc avec un gros bras de levier, on faisait comprimer la matière. Maintenant, on a des presses mécaniques avec la traînée qui va emmener la terre dans un moule. On a une compaction sur les deux faces et le bloc de terre qui sort. Après, ce bloc-là est en fait simplement maçonné comme un bloc classique, comme une brique classique en fait. On utilise un mortier de terre crue qui est d'une formulation très semblable à la brique, seul change la teneur en eau en général. Il y a une chose qu'on a souvent tendance à oublier avec les BTC, c'est qu'on est sur des petits éléments, donc il y a des principes d'appareillage et de calepinage qui peuvent être très intéressants aussi, et pas se restreindre seulement au pisé par exemple. Comme exemple de référence, on a justement ce pôle culturel à Cornebarieux en France, par l'atelier Philippe Madec. Les BTC, traditionnellement, comme c'est de la maçonnerie de petits éléments, on faisait aussi des voûtes. Donc typiquement en Inde, un des autres grands pontes de la construction en terre, c'est Serge Maini, qui lui travaille beaucoup sur les BTC. Bon, ils font pas mal de BTC stabilisés, c'est-à-dire avec du ciment, mais on se rend compte qu'il est possible de faire des choses assez impressionnantes, quoi. Parce que là, on est sur un seul lit de briques, on fait une voûte de 15 mètres de portée avec, je sais pas combien de bonhommes il y a là-dessus, mais... Évidemment, du fait des moules, on peut se permettre de faire plein de typologies différentes, que ce soit pour du porteur, pour la résistance sismique, pour des poteaux et toits, etc., etc. Ensuite, les techniques de mise en œuvre plastique. Là-dedans, on en a un peu plus. On a la bauge, la daube, le torchis, la brique extrudée et les panneaux d'argile. La bauge, c'est une technique donc, de mise en œuvre plastique monolithique, à l'image du pisé, on est sur des éléments monolithiques, et qui est façonnée. Donc là, on n'est pas compacté par couche, mais on façonne. Je veux dire, à nouveau, on a du vernaculaire avec des exemples de greniers en bauge au Burkina Faso, par exemple. Ou encore en Arabie Saoudite, à Najran. Typiquement, à l'origine, on fait des levées, en Normandie, c'était pareil, hein, on fait des levées de 80 cm de hauteur maximum. Donc on va monter autour du mur comme ça. Après, on laisse sécher et on passe à la suite. Et là, c'est simplement des boules qui sont mélangées, posées dessus, qui nous permettent de faire des maisons comme ça. Pour un exemple plus contemporain, on a le laboratoire de mécanique du campus de Beaulieu, où là on a un mur en bauge qui est utilisé comme mur trombe en fait pour un apport inertiel. Une fois qu'on a fait les levées, en fait on part la bauge. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui est moulé, on a plein d'irrégularités, donc on va la couper pour ensuite la fouetter. Originellement c'était avec des morceaux de bois vert pour en fait aller la compacter en surface. On trouvera aussi cet exemple par Anna Heringer, la Métis School. Ce qui peut être intéressant avec la bauge, c'est cet effet de texture très prononcé qu'on peut trouver, où je trouve ce projet intéressant à la Van House Space Shop, où on a vraiment un matériau qui est assez particulier. Là aussi, on a utilisé des méthodes plus contemporaines, où ce qui se fait de plus en plus pour éviter d'avoir à parer la bauge, c'est qu'on utilise des coffrages en fait, avec des grillages en parement, ce qui nous permet de directement décoffrer, et après on vient juste resserrer la face. En allant encore plus loin, on met l'impression 3D là-dedans, parce qu'en fait on est sur la même mise en œuvre et on obtient un rendu qui est à peu près similaire. Donc il y a typiquement des équipes italiennes qui font ça, où ils ont un mélange de bouts en fait, qui viennent avec une grosse imprimante 3D montée en mur. Ensuite, les adobes, donc on est sur une technique plastique maçonnée moulée. Ça, je crois qu'on est vraiment sur la technique la plus ancienne de construction en terre crue. Donc c'est simplement des briques, un mélange de terre et d'eau, comme de la pâte à modeler, qu'on vient mettre dans des moules. On démoule, et on laisse sécher au soleil. Ça a une résistance qui est assez impressionnante du fait, enfin pour de la terre disons, du fait que c'est des petits éléments et qu'on arrive facilement à gérer le retrait. Donc ça, c'est fait en adobe. On a des immeubles de plusieurs étages de haut au Yémen, cet endroit c'est appelé la Manhattan du désert. Donc c'est que de la brique de terre crue, hein. Il n'y a pas de béton, il n'y a rien. À Toulouse, on trouve des exemples vernaculaires un peu plus modestes, mais qui sont aussi intéressants. Pour un exemple plus contemporain, on a cette maison de galerie d'art et galerie d'art en Équateur, où on a un appareillage des briques, des adobes sur face, avec une structure métallique à l'intérieur. L'intérêt des adobes, de même que les BTC, c'est ce travail justement sur la texture, sur
sur l'appareillage et sur les différentes possibilités qui sont offertes au sein du mur. Le torchis, c'est une technique, quant à elle, plastique visqueux. C'est une technique mixte, c'est-à-dire que là, on sera sur du remplissage vraiment. Donc c'est un mélange de paille de blé et de terre plastique avec laquelle on vient garnir une ossature. Là, par exemple, ici, on voit la structure porteuse en bois, les gros éléments, et une ossature secondaire qui vient être remplie en fait avec le mélange. Dans cet exemple, par exemple, japonais, ou encore cet exemple contemporain à Darmstadt en Allemagne. Les briques extrudées, quant à elles, en fait, c'est un peu le pendant contemporain de l'adobe. C'est une technique plastique qui est utilisée souvent en cloison et en doublage intérieur, et c'est extrudé. C'est-à-dire en fait les briquetiers qui ont des machines qui permettent de faire des briques et qui d'habitude les cuisent, les utilisent là en fait pour les garder crus, donc sans cuisson. Donc on voit l'extrudeuse à gauche, avec le malaxeur en amont, qui va sortir un boudin qui est ensuite découpé, et qui donne des briques qui peuvent ressembler à ça, et qui sont simplement séchées à l'air libre. Donc ça, notamment, on a travaillé avec un briquetier à Le Barp pour le projet de Rebigre à Biganos. Les panneaux de terre, c'est plastique pour de la cloison et du doublage intérieur, et c'est aussi extrudé. Donc c'est-à-dire qu'avec la même machine, mais en changeant la filière, on est sur de la recherche pour produire des panneaux. Donc ça, c'est quelque chose de contemporain, et c'est des recherches qui sont en cours. Donc ces panneaux sont ensuite séchés sur clé, et l'idée c'est que ça puisse être à l'image de pharmacelle ou de plaque-au-plâtre, vissé directement sur ossature. Ensuite on vient rajouter une trame sur les joints et on enduit, et on a un rendu fini. On va passer maintenant à la technique visqueux, qui englobe la terre coulée et les enduits et mortiers. Donc les mortiers, je pense que ça parle à tout le monde. On est souvent sur de la terre crue, je ne vais pas vous montrer la vidéo. Mais ça permet de maçonner en fait les petits éléments. Donc comme je disais, c'est une formation où on mélange de la terre argileuse et du sable, qu'on met à un état hydrique visqueux et qu'on utilise pour les joints. De la même manière, les enduits peuvent être projetés ou étalés. Donc on a cet exemple ici à Montpellier où on a une projection d'enduit qui sert d'enduit de corps en fait, sur lequel on rajoutera ensuite un enduit de finition. Et classiquement, par exemple ici sur des panneaux, on a un enduit de finition qui est mis en place. Et de la diversité des terres qui sont disponibles, on peut avoir des centaines de teintes différentes. Avec les enduits, évidemment, on a par exemple le designer Daniel Ducher qui va aller chercher des textures et des formes qui sont très particulières. On voit qu'on a une multiplicité de rendus graphiques qui peuvent être atteints, qui sont très intéressants. Après, évidemment, ça c'est pas nouveau, on a des exemples vernaculaires où ces techniques sont très bien maîtrisées depuis très longtemps. La terre coulée, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je la présenterai en troisième partie. En gros, les premières recherches datent de 2007 et l'idée c'est de faire comme le béton, c'est de couler de la terre pour avoir un gain en temps. Finalement, la technique où on utilise une terre liquide, donc c'est de la terre allégée. Là, c'est nouveau une technique mixte parce qu'on va utiliser en remplissage. Ça peut être un peu bizarre de dire liquide parce que là, on se rend bien compte que ça c'est mis en place par compactage et que ça n'a rien de liquide. En fait, on dit que c'est mis en œuvre à l'état liquide parce que c'est une barbotine, c'est-à-dire de l'argile mélangée à de l'eau, qui sera très liquide, qu'on va mélanger avec les fibres, et c'est l'argile qui permettra de tenir le matériau. Donc ça, clairement, c'est utilisé comme isolant. On peut aussi en faire des petites briques qu'on va remplir en ossature. Si vous voulez en connaître plus là-dessus, je vous conseille le livre « Construire en terre allégée » de Franz Bollard, qui est assez complet et qui permet de dégrossir tout ça. Je vais vous donner maintenant quelques règles de conception. Donc c'est vraiment la base, on va survoler, ça intéressera je pense, j'espère les archis, pour avoir quelques lignes directrices. Après, pour en savoir plus, vous pouvez consulter par exemple Construire en Pisé qui donne beaucoup de clés et de détails à ce niveau-là. Il y a un dicton anglais qui dit « il faut de bonnes bottes et un bon chapeau ». Donc ça c'est un exemple très classique, c'est de nouveau une ferme en Isère. Mais les bonnes bottes, pourquoi? Parce qu'on voit ce soubassement là de 1 mètre de haut qui permet de se prémunir des remontées capillaires. Quand le sol est humide, on a l'eau qui remonte par capillarité, comme dans un grain de sucre dans le mur. Si on a trop de remontées capillaires, le mur, on se retrouve avec des pathologies, parce qu'au bout d'un certain temps, ça redevient de la boue, et donc on peut avoir un risque de ruine de la maison.
Et le bon chapeau, parce qu'on a des bons débords de toiture qui vont protéger le mur du ruissellement et de l'eau. Le premier point d'attention concerne l'eau stagnante. Donc on peut avoir de l'eau stagnante sur les abords. Typiquement, une des pathologies qu'on retrouve souvent, c'est on a un terrain naturel avec un sol perméable, on n'a aucune pathologie sur le bâtiment en contrebas, bâtiment en terre. Qu'est-ce qui se passe? On construit une maison neuve en amont, on imperméabilise le sol, il y a plein d'eau qui va contre la maison en aval, et on se retrouve avec des montées capillaires dans le mur et des murs qui tombent. De la même manière, à l'aménagement des abords, on veillera à faire attention aux descentes d'eau, à éloigner l'eau du mur et à éviter et à avoir une distance suffisante entre les végétaux et les façades. Parce que sinon, on a du rejaillissement concentré et ce genre de problématiques. Ça concerne surtout la réhabilitation, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte. C'est qu'on se retrouve parfois à imperméabiliser le sol à l'extérieur et à l'intérieur. L'humidité qui est dans le sol, qu'est-ce qu'elle fait? La seule manière qu'elle a, c'est de remonter dans le mur, remontée capillaire. On a le bas de mur qui commence à devenir de la boue et ça tombe au bout d'un certain moment. Ce qui est encore pire, ce qu'ont voulu faire la majorité des gens lorsqu'il a commencé à avoir du béton bien disponible, c'est qu'on a commencé à faire des enduits ciment partout sur des constructions en terre. Idem, on a toute l'eau qui remonte dans le mur, sauf que là en plus on ne le voit pas. On commence à avoir au bout d'un moment le ciment qui commence à se décoller par plaques, et on se rend compte que derrière on peut enfoncer le doigt presque dans le mur. Si on a de la chance, c'est pas encore tombé, si on n'a pas de chance, ça tombe au bout d'un moment. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à enlever le côté perméable qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, avoir quelque chose qui sera plus perspirant, de déposer l'enduit en attendant que le mur sèche. Donc ça, c'est simple, hein. Ici, on voit que on va évacuer l'eau en pied de mur, et en plus, on a un dallage béton qui permettra de rejeter l'eau au plus loin du mur. Donc ça, c'est une piscine en Espagne qui a été faite en terre. On pensera évidemment à drainer en périphérie, en mettant une pente qui part du mur, toujours penser à la goutte d'eau en pied de mur, et évidemment en ayant un drainage qui soit en dessous du niveau des fondations. L'eau stagnante, c'est pas seulement aux abords, mais c'est, si on porte l'attention aussi, c'est sur les soubassements. C'est-à-dire qu'on met toujours ce soubassement d'au moins, en général on conseille 50 cm, après sur certaines constructions on arrive à descendre un peu moins, à nouveau pour éviter les remontées capillaires. Une des solutions qui est souvent mise en œuvre, c'est d'avoir quelque chose d'imperméable à l'eau, c'est passé un peu vite là, d'avoir quelque chose d'un peu imperméable à l'eau qui en fait va empêcher l'eau de monter dans le mur. C'est ce qui a été fait là sur le conservatoire des sols à Orléans, où on voit le soubassement qui va longer tous les murs. De la même manière, pour protéger les murs en intérieur en cas d'eau, on va mettre des plinthes ici en bois qui sont suffisamment hautes, qui permettent notamment l'entretien. On se doute bien, si on passe la serpillière à grande eau contre le mur 2 fois par semaine, au bout d'un moment on va se retrouver avec un lit un peu creusé. Outre l'eau stagnante, un grand point d'attention, c'est aussi le ruissellement. Ça concerne les baies, les appuis, les bandeaux, les descentes d'eau ou les couvertures. Il faut faire attention à ce que ce soit visitable et que l'entretien soit possible. Durant le chantier, par exemple, on fera attention à éviter le ruissellement en protégeant les têtes de mur à chaque fois qu'on a fini de lever. Enfin, typiquement en fin de journée. Donc ça peut être de manière très artisanale avec des bottes de paille trouvées pas loin. Et on fera aussi attention à l'effet piscine. Et typiquement, on a fait un premier mur, on a monté une dalle, on a recommencé à monter un mur. Le lendemain, il pleut, on n'a pas prévu d'évacuation. Il y a toute la flotte qui reste sur la dalle, qui rentre dans le mur. Et là, on commence à avoir de la boue, on commence à avoir des pathologies. Qu'est-ce qu'il faut faire? On démonte. Il faut prévoir les évacuations ou la protection de l'ouvrage. Pour voir un peu les effets d'un ruissellement ponctuel, il y avait une gouttière qui avait cassé sur une maison, sur une grange en Isère. Donc pendant quelques mois, ça va, ça fait des traces. Puis au bout d'un certain moment, il y a le mur qui tombe. Pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On a une descente d'eau qui est encastrée directement dans le mur et qui est aisément visitable. Au moindre problème, on n'aura aucun souci à le traiter. Donc typiquement, on évite les descentes d'eau dans le mur. Un autre point d'attention aussi, c'est l'exposition des parois en temps de pluie. Si on veut mettre par exemple des gargouilles, on évitera de les mettre dans le sens de la pluie afin d'éviter à ce que toute l'eau revienne contre la façade. On se rend compte qu'avec les bandeaux,
on a un ruissellement concentré au niveau des joues qui commence à faire des salissures au bout d'un certain moment. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que l'eau, elle reste le long du bandeau, elle remonte et elle va dans le mur. Pour se prémunir de ça, on met soit en place des jouets, soit on fait un bandeau sur toute la façade. Et on n'oublie pas la goutte d'eau qui permet de rejeter l'eau loin de la façade. Et pour faire ça de manière économique, on peut simplement penser à la tôle pliée, où on vient remonter sur les côtés, on a la goutte d'eau ensuite, simplement comme ça. Ce qui se fait souvent aussi, c'est de faire des ouvertures toute hauteur pour éviter toute pathologie. Ou évidemment le bandeau, où en fait on a une distribution de l'eau sur la façade qui est homogène, et donc on voit moins, on ne voit pas cet effet de salissure. Avec toujours ici la goutte d'eau, et puis la bande de désolidarisation entre le bandeau et le mur qui est en dessous. Un des moyens de protection les plus simples des murs, c'est aussi les toitures débordantes. Donc on a cet exemple avec des Lingen, où au final on vient avoir un débord de toiture qui est conséquent et qui viendra protéger le mur. De la même manière, avec cet exemple de Guangzhou, on a une toiture qui vient protéger les murs en pisé. Des exemples, on en a plusieurs, hein, comme ça, c'est avec cette maison à four aussi. C'est au final la manière la plus simple de protéger les murs. On a un débord de toiture conséquent et on est tranquille. Après, on peut faire le choix aussi d'avoir simplement un petit bandeau sur le dessus et on autorise l'érosion sur le mur de manière homogène. Du coup, ça ne se verra pas. Et dans ce cas-là, on prendra bien garde à la goutte d'eau en ayant un écartement minimal par rapport à la surface du mur. Pour se prémunir de l'impact de l'eau, mais bon là on commence à doubler les solutions, on peut aussi simplement rajouter une double peau. Donc comme on l'a vu pour la chapelle avant, on a une espèce de bardage en bois qui viendra protéger avec l'aide de la toiture le mur qui est derrière. Et le même exemple qu'on a vu avant, où là on utilise carrément une façade rideau, donc le mur on est sûr qu'il n'aura pas d'eau. Pour les questions de résistance mécanique, on ne rentrera pas dans le détail non plus, mais en gros, par exemple dans le guide des bonnes pratiques pour la bauge, il conseille un élancement allant de 5 à 10 maximum en fonction de la solution constructive qui est adoptée. On voit bien que si on a des refends ou des renforts, on pourra augmenter l'élancement. Pour avoir un petit repère, souvent, même si on peut monter à plus haut en fonction de la technique qu'on fait, mais aussi de la formulation, pour la terre, on considère une résistance de 1 à 2 mégapascales. Donc c'est faible, mais quand on fait du rez-de-chaussée ou du R+1, ça suffit. Toujours pareil, la question c'est utiliser le bon matériau au bon endroit. Pour les questions d'élancement, une des solutions aisées, c'est de garantir la stabilité par la forme. Donc on voit bien qu'en fonction de la forme ou de la technique constructive qu'on adopte, on pourra monter plus ou moins haut. Ça peut passer par une ossature et remplissage, par du mur épais, par du mur fin à contrefort ou du mur chaîné. Une pathologie qu'on retrouve des fois aussi, c'est qu'on donne une hauteur finie à l'entreprise. Sauf que l'entreprise, elle n'a pas forcément prévu le retrait. Du coup, à la fin de travaux, on a la bonne hauteur. La terre fait son retrait. Et puis on se rend compte que merde, il me manque 3 cm sur ma hauteur du mur. Donc ça, c'est très simple à pallier. Hein. On prévoit le retrait. Typiquement, un bureau en bauge, il aura 2,5% de retrait vertical. Mais qui dit retrait vertical, dit aussi retrait horizontal. Donc pour éviter de faire un mur de 10 mètres de long et se retrouver avec une grande fissure, un gros coup de sabre au milieu, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit simplement en fait, des joints de retrait. Donc en général, on les met tous les 4-5 mètres, ça dépend en fonction de la formulation et de la technique utilisée. De la même manière, pour les ouvertures, il faut voir que la terre, c'est un matériau qui a une faible résistance en traction et au cisaillement, mais qui résiste en compression. En fait, un peu à l'image du béton, en quelque sorte. Donc quand on va mettre des encadrements de fenêtres, par exemple, on prévoit soit un arc de décharge, soit un linteau, et on évite de les mettre à proximité des angles. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On a une descente de charge, on a un cisaillement dans l'angle. Pour les linteaux, on prévoit un débord suffisant pour descendre les charges dans le mur et pas avoir des effets de poinçonnement au droit des fenêtres. Une technique qui est souvent utilisée dans la réalisation contemporaine, en fait, c'est simplement de renforcer les pieds droits pour faire passer la descente de charge via les pieds droits. Et un point d'attention particulier lorsqu'on fait des ouvertures, vous voyez les deux joints de retrait qu'on a au droit du linteau. En fait, c'est parce que comme on a deux hauteurs différentes qui font deux retraits différents, si on ne fait pas ça, on se retrouve avec des fissures en moustache qui partent en diagonale du linteau parce qu'on a un tassement différentiel entre les deux hauteurs de mur. Donc ça, c'est quelque chose à prévoir aussi.
Et ce que les archis souvent adoptent dans la construction en terre contemporaine, c'est simplement en fait de faire des murs trumeaux et des ouvertures toute hauteur, parce qu'on s'affranchit quand même de pas mal de contraintes. Pour ce qui est des structures rapportées type charpente sur les murs, il faut éviter le phénomène de poinçonnement. Parce qu'on le voit que ça peut donner lieu à pas mal de pathologies. Donc pour ça, en fait, on vient répartir la charge par des éléments de répartition. Historiquement, dans les grands genres Pisé, ils mettaient simplement une planche sur laquelle vient s'appuyer la poutre pour répartir la charge sur le mur. Donc typiquement, on a un chaînage horizontal qui permet d'améliorer la résistance. Et dans le cas de poutres en bois, on pensera bien à avoir une ventilation d'about et de permettre un mouvement vertical et horizontal sur les deux plans des poutres. On peut avoir des chaînages en béton ou en bois, qui soit on a un chaînage complet et on vient fixer par exemple les éléments de bois via des platines sur le chaînage, soit on les met comme on l'a vu dans l'exemple avant dessus, en pensant bien à ventiler le bout. Chaînage, évidemment, j'imagine que tout le monde a quelques notions à ce niveau-là, qui permettent d'améliorer la stabilité du bâtiment, notamment pour la résistance au séisme. On peut avoir des chaînages en béton dans l'épaisseur du mur, qu'on ne verra pas. Sinon, des chaînages en béton armé unilatéral, qui ne font pas toute la largeur. Et les chaînages classiques en bois, où on a une poutre qui vient faire tout le tour du mur, avec ensuite les panneaux dans l'autre sens. Donc ça, c'est seulement quelques règles de base pour la conception, mais qui permettent déjà de donner quelques directions. Ensuite, le cadre assurantiel. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a presque aucune norme. On a peu d'acteurs qui sont formés à ça. Donc on est vraiment à l'émergence d'une filière qui essaie de s'industrialiser. Un des points à retenir, c'est que quand on veut construire en terre, il faut qu'on ait toute une équipe de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre à l'entreprise qui soit vraiment engagée. Il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de ça, que ce soit les labos de recherche, les organismes de formation, etc. etc. La maîtrise d'ouvrage, par exemple, souvent on veut programmer des bâtiments en terre crue, mais même si les élus souhaitent l'aboutissement du projet, on peut se retrouver confronté aux problèmes de techniciens qui vont émettre beaucoup d'a priori sur le matériau. Il faut vraiment avoir une dynamique de pédagogie et leur prouver que c'est possible. Dans le choix des équipes et des acteurs du projet, il faut avoir une AMO qui soit compétente et pas hésiter à demander des références, que ce soit au bureau de contrôle ou même à la maîtrise d'œuvre. Pour la maîtrise d'œuvre, il faut constituer une équipe qui soit non seulement qualifiée, mais aussi très volontaire, qui a envie d'aller de l'avant et mettre en place ces matériaux. Parce qu'on se retrouve confronté à beaucoup de freins et c'est pas toujours une partie de plaisir, il faut l'avouer. Pour la conception, le mieux à faire, c'est de monter en compétence petit à petit. On va pas se dire, bon bah vas-y, sur ce projet, on veut faire de la terre, on va tout faire en terre, du mur au toit. Non, peut-être qu'il faut commencer par un peu de remplissage, voire même de l'enduit d'abord en terre, pour ensuite passer sur quelque chose de plus porteur ou de plus conséquent. Pour l'organisation des lots, on peut avoir tendance à mettre par exemple l'eau terre crue dans le gros œuvre, mais c'est plus intéressant de faire soit du macro lot, soit du lot séparé quand même, avec quelqu'un qui sera désigné. Typiquement, nous on fait de l'assistance à maîtrise d'œuvre spécifiquement pour l'eau terre crue. Pour l'entreprise de construction, un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on a plein d'artisans qualifiés disséminés sur le territoire, sauf que c'est des petites entreprises de 1 à 3 personnes souvent, et qui ne sont pas en mesure de répondre à de gros marchés. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les grosses entreprises prennent les marchés conséquents, sauf que derrière, ils vont avoir tendance à tirer vers des techniques qu'ils maîtrisent ou qui sont moins chères. Donc la solution actuelle, comme les petits artisans ont du mal à se mettre ensemble pour bosser, c'est de former les entreprises. Donc là aussi, il y a une démarche d'accompagnement à faire, et qui est plus compliquée que dans le cas où on dit simplement construisez en béton et ils savent faire. Pour le contrôle qualité, il faut établir un cahier des charges clair pour que l'entreprise sache ce qu'elle a à faire et l'accompagner aussi en début du projet. Typiquement, vraiment faire le mur prototype et référence en début de chantier et accompagner l'entreprise au moment de sa réalisation. Pour ce qui est du bureau de contrôle, il est possible dès la période d'offre de leur demander des références. Et surtout, il faut faire appel au bureau de contrôle le plus tôt possible. Pas venir en fin de projet et dire bon, est-ce que ça passe? Non, il faut les intégrer à la démarche de conception dès le début pour avoir des retours qualitatifs sur ce qu'on souhaite mettre en place. Qu'ils puissent très vite nous dire ça oui, ça non, on peut peut-être faire comme ça. Il faut vraiment qu'ils aient une volonté d'aller de l'avant et d'utiliser les techniques de construction en terre crue. Parce qu'on se retrouve parfois confronté à des blocages ou à des surexigences. Il faut plutôt privilégier le travail collaboratif. Il
Je veux dire, même si c'est des équipes qui étaient très engagées et que ça n'a pas été facile à faire, on a des exemples de terre coulée, par exemple à Saint-Clair-de-la-Tour, du pisé, on commence à en avoir de plus en plus, donc souvent sur des poses latex, la terre coulée à nouveau, mais aussi de la BTC. Ce qu'il faut voir, c'est que je pense que la majorité des gens sont à peu près au fait de ça. On a les règles de l'art, des normes, les DTE, les guides de bonne pratique, les règles professionnelles, les ATEX, etc. Le STV qui nous dit qu'on va de l'innovation vers le domaine traditionnel, même si avec la terre crue on est dans un domaine traditionnel depuis très longtemps, on manque de normalisation là-dessus. Donc pour vous donner une idée, la majorité des matériaux qu'on utilise dans le bâtiment actuellement, on est sur de la norme et du DTU. La construction en terre, nous on est aux ATEX. La seule norme qu'on ait pour la construction en terre, c'est sur les BTC, la XPP 13901, qui nous donne en fait les caractéristiques auxquelles doit répondre le matériau. Pour la plupart des DTU sont devenus des normes en 93. En fait, c'est les clients qui s'expriment en fixant en première les spécifications qu'ils doivent respecter pour réaliser l'ouvrage. Les règles ou recommandations professionnelles, en fait, elles ont pas, c'est pas de la normalisation. C'est-à-dire que les constructeurs se sont accordés pour tomber d'accord sur des manières de faire, des manières de mise en œuvre, mais elles n'ont pas rôle de règle. Et en fait, les contrats d'assurance, ils ne les prennent pas en compte tant que c'est pas accepté en fait par les assureurs. Parce qu'on a typiquement des règles professionnelles par les constructeurs en paille et aussi pour les enduits sur support composés de terre crue qui ont été rédigés. Et pour la construction en terre crue, la seule chose qu'on ait, c'est les guides de bonne pratique qui ont été rédigés fin de l'année dernière. Enfin, la fin de rédaction a eu lieu fin de l'année dernière. Donc c'est plusieurs acteurs, on voit par exemple l'Aster ou les terreaux d'armorie qui se sont mis ensemble pour rédiger tout ça, qui sont tombés d'accord sur une règle de bonne pratique pour mettre en œuvre la construction en terre. Pour la plupart des bâtiments, en tout cas au moins porteurs actuels, en fait on passe à chaque fois par les ATEX. On a plusieurs exemples d'ATEX de type B, que ce soit pour le pisé ou la terre coulée. C'est en constituant ces références en fait, que petit à petit on va commencer à pouvoir aller vers de la normalisation et puis surtout rassurer de plus en plus les bureaux de contrôle et les assureurs, parce que derrière on peut leur présenter les ATEX qui sont déjà sortis, leur dire vous voyez on est en mesure de le faire, ça marche, ça tient, on peut le faire. Et tout ça c'est un travail, même si on construit depuis longtemps et que le cratère a vraiment mis ça en place il y a 40 ans, en fait on est aux prémices de tout ça, c'est vraiment un début d'industrialisation de la construction. Des ATEX, vous voyez, on en a des exemples, souvent sur le pisé, mais aussi sur la terre coulée.